Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast de la mort et du deuil, le podcast qui offre une bulle de réconfort à tous les endeuillés. Je suis Tiffany, accompagnante professionnelle du deuil et je réalise ces épisodes aux côtés d'Elsa, ingénieure du son. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez laisser 5 étoiles au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour lui permettre de gagner en visibilité. Plus vous serez nombreux à l'écouter, plus les sensibilités évolueront. À l'approche du 15 octobre, journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal, nous avons souhaité mettre en lumière ce vécu si particulier dont nous avons encore si peu parlé par ici. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse ou au cours des semaines suivant l'accouchement. C'est un deuil intime, multiple, mais aussi une effraction de la mort au cœur même de la vie. Un deuil encore trop souvent incompris. Bonjour Isabelle. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur le podcast et ravie aussi que l'on aborde ensemble ce sujet si particulier du deuil périnatal. Je vous remercie de m'avoir sollicité pour essayer d'échanger avec vous et de dialoguer sur ce sujet du deuil périnatal qui me tient très bien à cœur, comme vous le savez, puisque j'en ai même écrit un livre avec Marie-Josée Soubieux. Avant qu'on entame notre échange, moi je vous connais, j'ai eu la chance de vous avoir comme professeur, mais du coup je vais vous laisser vous présenter à nos auditeurs. Je suis donc psychologue clinicienne et psychanalyste. Je suis membre de la Société psychanalytique de Paris. J'ai un parcours un peu classique de psychologue où j'ai quand même fait le choix de toujours avoir une partie de mon activité en institution et une partie de mon activité en cabinet libéral, ce qui m'a permis de rencontrer des problématiques relativement différentes dans ma carrière. Je suis passée d'un travail avec les adolescents pendant plus d'une quinzaine d'années, puis j'ai travaillé aussi avec les adultes en difficulté et j'ai à un moment donné travaillé avec le docteur Marie-Josée Soubieux à l'Institut de périculture où moi j'étais psychothérapeute d'enfants et Marie-Josée Soubieux avait commencé il y avait plusieurs années un groupe thérapeutique pour les mères endeuillées et elle m'a proposé de rejoindre ce groupe à un moment donné pour co-animer ce groupe avec elle et j'ai travaillé avec elle pendant 15 ans sur ce groupe dans la problématique du deuil périnatal avec elle et ça a été une ouverture vers moi pour travailler sur la question du deuil périnatal et ça m'a permis aussi de suivre des mères après en individuel et de comprendre un peu mieux et d'être au plus près de ce travail un peu spécifique. Et voilà, et là actuellement, je termine ma carrière à la maternité de Port-Royal dans le service des grands prématurés, service de réa néonat où c'est aussi un service où je suis là pour le bien-être des soignants. Et donc, je travaille sur comment accompagner les soignants qui eux-mêmes accompagnent les familles. Merci Isabelle pour cette présentation riche à l'image de votre parcours. On va commencer vraiment très simplement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, peut-être nous donner un cadre pour qu'on comprenne un peu mieux ce qu'est le deuil périnatal? Alors, si on reprend la définition de l'OMS, parce que c'est toujours important de partir des instances, hein, en tout cas, ça rentre dans un cadre spécifique, le deuil périnatal. Je le dis parce que c'est important de savoir qu'il y a plein de choses qui, sur le plan juridique, existent et sur le plan des définitions, parce que les parents qui sont confrontés à ce deuil ont toujours le sentiment qu'ils sont seuls au monde et que ça n'est jamais arrivé à personne d'autre qu'à eux. Or, effectivement, la plupart du temps, bien sûr, ça n'est pas le cas, puisque ça correspond à peu près à 10 naissances sur 1000 naissances, c'est quand même beaucoup. Et donc, il y a une définition de l'OMS qui dit que, en fait, le deuil périnatal, ça concerne donc tout enfant qui est décédé entre la 22e semaine de grossesse jusqu'aux 7 jours après la naissance.
Voilà, ça cadre ce qu'on appellerait le deuil périnatal. Évidemment, si on perd un bébé en réa néonate, à 12 jours ou 1 mois, on est encore bien sûr dans le deuil périnatal, mais au niveau législatif, il y a déjà, un cadre, qui est fixé et c'est aussi important, par rapport aux 22 semaines puisqu'avant on a la possibilité de l'IVG et qu'on sait très bien que les 22 semaines sont en lien avec aussi les histoires juridiques concernant l'interruption volontaire de grossesse. Parce que souvent, des mères qui sont amenées à faire une IMG, interruption médicale de grossesse, on dit bon bah ils ont fait une IVG, ça n'a rien de volontaire, c'est pas du tout la même chose une IMG et une IVG. Et donc on voit bien que la loi définit clairement les choses puisqu'on parle de 22 semaines d'aménorrhée. À partir de là, on va parler d'un deuil périnatal. Vous avez clairement mentionné ce cadre de l'OMS qui dit de 22 semaines à 7 jours après. Qu'est-ce qu'on fait de ces parents, de ces femmes qui vivent une fausse couche, qui perdent un enfant avant les 22 semaines, selon vous? En tout cas, il est évident que c'est le vécu des mères qui compte, hein. Pour nous, c'est le vécu des mères. C'est bien évidemment sur le plan psychique quand les fausses couches, elles sont vécues avec la perte d'un enfant. Enfin, voilà, c'est bien évident que nous, ça rentre dans la question du deuil périnatal et bien sûr qu'on accueille ces mères comme toutes les mères ayant perdu un enfant. Mais en termes de droit, elles n'ont pas du tout le droit aux mêmes choses. C'est des enfants qui ne peuvent pas du tout être inscrits dans le livret de famille, même les obsèques, enfin même tout, enfin même le, j'ai envie de dire, le congé maternité. Elles n'ont pas le droit au congé maternité. Alors qu'à 22 semaines, elles ont un congé maternité. Tout ça est en fait assez différent, mais en même temps, on doit quand même définir le cadre juridique. Parce que le cadre juridique, ça donne des droits, ça donne aussi des allocations, ça donne aussi un certain nombre de choses. On doit le connaître, le cadre juridique aussi. Souvent, les gens accompagnent des parents qui ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas le droit d'inscrire l'enfant. Moi, j'ai une mère qui est venue me voir et qui ne comprenait pas pourquoi elle n'avait pas le droit au congé maternité. Et personne ne lui expliquait pourquoi elle n'avait pas le droit au congé maternité, à 1 semaine près. Mais elle n'avait pas le droit au congé maternité. Donc moi, je lui ai dit qu'il fallait qu'elle s'arrête. Mais en termes de droit, c'est compliqué. Le droit, c'est des histoires de limites et de cadres. Donc tous les gens qui accompagnent le deuil périnatal doivent quand même connaître assez bien le droit pour aussi rassurer les parents, parce que non seulement ils ont le sentiment qu'ils perdent un enfant, mais en plus, ils n'ont pas les mêmes droits que les autres. Donc il faut faire attention à ça. Mais moi, j'accueille des mères qui vivent des fausses couches comme la perte d'un enfant parce qu'au bout de 5 semaines d'aménorrhée, elles sont enceintes d'un enfant. Moi, la représentation que les mères ont me paraît la seule représentation crédible. C'est la représentation des mères qui est pour moi la seule vérité, en fait. On était tous les deux tout de suite très impliqués dans la grossesse et on a très vite su qu'on attendait un petit gars. Autour de 15 semaines d'aménorrhée, j'ai commencé à le sentir bouger, des petits coups dans la journée, c'était génial. Je lui parlais tout le temps, je lui faisais écouter de la musique. Je nous avais inscrit à une préparation à l'accouchement en aptonomie car j'avais lu que c'était un super moyen pour le papa de se connecter avec l'enfant et de tisser des liens à trois. Le deuil périnatal, c'est excessivement complexe, donc je ne vais pas rentrer peut-être dans toute la complexité du deuil périnatal, mais peut-être il me semble important d'insister que c'est un deuil excessivement spécifique et complexe. Vous le savez sûrement, on parle souvent du deuil normal, c'est-à-dire de la perte d'un être cher et de la perte de quelqu'un. La perte, c'est quelque chose de très important, comment on se débrouille avec la perte. Et il y a pas mal de thérapeutes et de psychologues, de psychiatres qui ont travaillé sur la question de la perte et qui ont parlé des étapes du deuil, hein, des grandes étapes du deuil, qui sont des points de repère très importants quand on travaille avec des gens qui sont dans des problématiques de deuil. Ces étapes, elles ont du sens parce qu'en fait, on va réussir à reconnaître que la perte s'est bien produite et que la perte, elle est dans le monde extérieur et qu'on va devoir effectuer un travail difficile, mais un travail exigeant de modification qui va correspondre à notre monde interne. C'est-à-dire dans notre monde interne, eh ben, elle va être obligée de changer les représentations de la personne qui était vivante et qui est décédée, de construire des souvenirs, de se réorganiser, de se réorienter, de changer les éléments de son attachement et accepter que l'objet est perdu d'une certaine manière
et que c'est les souvenirs qui vont nous permettre de reconstruire quelque chose et on va avoir tout un aménagement intérieur qui prend un certain temps. Bon voilà, il y a même une temporalité, j'ai envie de dire, qui est construite pour un deuil normal, ce qui n'est pas du tout le cas pour un deuil périnatal. On est dans tout à fait une autre problématique et des enjeux psychiques complètement différents, même si effectivement il y a quelque chose d'un bébé qui est perdu, mais en même temps, on n'est pas du tout dans des étapes, ça correspond pas du tout aux étapes du deuil telles qu'elles sont décrites. On est dans un deuil qui va fonctionner par vraiment ce qu'on appelle les montagnes russes, des moments de haut et des moments de bas. Plus on va bien à un moment donné, plus on va aller mal à un autre moment donné. Et les montagnes russes excessivement fortes et excessivement violentes sur le plan émotionnel. Mais la cicatrice, elle est toujours là. Elle est énorme et elle est très douloureuse. Donc, il y a des jours où ça va et il y a des jours où ça va pas du tout, où la peine, elle est comme au premier jour. La douleur, elle est comme si on venait de me l'annoncer. Avec plutôt ce qu'on a qualifié avec Marie-Josée, pour avoir travaillé avec beaucoup de mères, plutôt que des pères d'ailleurs, on dit un peu un deuil avec des millefeuilles. Ça veut dire qu'il y a des feuilles et des feuilles et des feuilles sur lesquelles il va falloir faire un deuil. Alors, je donne un exemple. Quand on perd un enfant au cours d'une grossesse, ben, c'est la perte de l'enfant, et c'est le deuil de l'enfant, c'est le deuil d'être mère d'un enfant vivant, c'est le deuil d'être père d'un enfant vivant, c'est le deuil de fonder une famille telle qu'on l'avait construit, et donc c'est un temps qui va être complètement éclaté sur le plan de la construction d'un projet qui était un projet de vie. Donc on voit bien que c'est pas tout à fait quand même la même chose que le deuil d'une personne auquel on était attaché, qu'on perd, et il va falloir construire des souvenirs, construire une histoire, se remémorer un certain nombre de choses. Là, c'est quasiment des deuils successifs et c'est des deuils par couches qui sont tous empilés les uns sur les autres. Et le travail de représentation, il est excessivement compliqué à faire puisque quand on perd un être cher, très souvent les gens l'ont connu, cette personne, elle a une histoire, on peut se raconter même des anecdotes sur la personne. Quand on perd un bébé, personne ne l'a connu, personne ne l'a rencontré, et il n'y a que les parents, et encore plus particulièrement la mère, qui peuvent avoir des traces de cet enfant et essayer de raconter l'histoire de cet enfant, alors que personne ne veut raconter et que très souvent l'entourage est plutôt dans un temps où ce qu'on vous propose, c'est l'oubli. Essayez d'oublier ce mauvais moment. Le seul truc sur lequel on était très ferme, c'est qu'on se refusait à rentrer dans le tabou qui entoure la perte d'un bébé avant terme. Donc pour nous, il n'y avait pas de débat, il avait été avec nous, on l'avait senti, on lui avait parlé, il avait existé, point barre. Ceux qui ne voulaient pas reconnaître ça ne feraient plus partie de notre sphère intime. Et on avait même à une période quand même des médecins qui disent à des femmes ou à des mères, vous êtes jeune, vous en aurez un autre. Donc on voit bien que la tendance de l'environnement, c'est quand même très vite d'essayer de se raccrocher à l'oubli pour pouvoir continuer à fonctionner et penser d'une certaine manière que travailler avec les mères, ça serait les aider à oublier. Or, le travail du deuil, c'est justement leur permettre de se souvenir et de considérer qu'elles sont les garantes et elles sont les seules à pouvoir construire l'histoire de l'enfant. Histoire dont souvent personne ne veut entendre parler. Moi, ma petite fille, je l'ai portée, je l'ai sentie bouger, j'avais créé du lien avec elle, donc forcément, pour moi, elle a existé. Et c'est ça qui est difficile à comprendre pour l'entourage, c'est que l'enfant, ils l'ont pas connu, ils n'ont pas eu ce vécu, ils n'ont pas forcément projeté autant que les parents ont pu le faire pendant la grossesse. Ça me paraît un peu singulier, quoi, ce deuil. En tout cas, il faut réussir à permettre aux mères de mieux se souvenir et même de retrouver des sensations qu'elles ont eues pendant la grossesse, de considérer que cette grossesse est un point de repère pour toutes les autres grossesses. Enfin voilà, c'est très très loin de l'oubli, le travail de remémoration qui va être fait avec des psychologues, des psychiatres qui sont spécialisés dans la question de l'accompagnement du deuil périnatal. Et c'est vraiment un travail très différent. Différent, complexe et construit à partir de ce que les mères nous ont appris. Parce qu'on a appris avec notre capacité à écouter les mères et comprendre quels étaient dans ces moments-là leurs besoins. En tout cas,
C'est une question qui interroge beaucoup la temporalité, le deuil périnatal. Pour moi, il y a un avant et il y a un après. Et je pense qu'en fait, tout simplement, on continue sa vie de manière différente, mais on porte ce deuil avec nous, quoi qu'il en soit, pour le reste de nos jours. Je vous entends parler des pères, mais je vous entends surtout parler des mères. Est-ce qu'il y a une différence entre les 2 et est-ce que vous pouvez nous expliquer là ou lesquelles, justement? D'abord, c'est un projet commun d'avoir un enfant. Ce qui lie le père et la mère, c'est ce projet de fonder une famille, d'avoir un enfant. Et ça, c'est bien un projet, quelque chose qu'ils ont en commun, les parents. Mais dans la question du deuil périnatal, il est bien évident que si on travaille sur la question de la narration pour que ce deuil devienne un deuil possible, la question de la narration, c'est la question de la grossesse, c'est la question de tout ce que la mère va pouvoir raconter d'un ressenti corporel, sensoriel, mettre des mots sur tout ce qu'elle a vécu pendant cette grossesse, le moment où elle a senti, par exemple, que le cœur du bébé s'est arrêté, le moment où elle a senti que c'était le dernier coup de pied qu'elle sentait, à quel moment elle se souvient de beaucoup de choses, en fait, la mère, si on l'interroge et si on s'y intéresse. Or, le père, il n'a pas un vécu sensoriel de la grossesse, il a un vécu qui lui est transmis parce que la mère peut transmettre de son vécu à elle. Donc, on est dans des positions qui sont absolument pas les mêmes sur le plan de la vie psychique de chacun. Et on voit bien que là, on est dans quelque chose de très interne et intérieur pour la mère, avec ce que la mère peut transmettre, ce que le père souvent a comme position d'essayer de rassurer la mère. Le père, c'est souvent quelqu'un qui vient en réassurance, en essayant de dire tout va bien se passer. Enfin voilà, le père est quelqu'un qui est très aidant dans la grossesse parce que justement moins soumis au sensoriel et moins la responsabilité du portage, parce qu'une grossesse, ça se passe toujours dans le corps d'une mère. Donc, on est dans des histoires de corps et de corps maternel. C'est en ce sens que je crois qu'il y a une réelle différence. Et puis, je pense qu'il ne faut pas oublier que ce sont les mères qui accouchent, ce sont les mères qui accouchent de bébés qui sont morts. Quand on fait des interruptions médicales de grossesse ou quand c'est un bébé pour lequel le cœur s'arrête au cours de la grossesse, les mères ont un accouchement où on leur demande de pousser comme lors d'un accouchement normal. La seule chose qui change, c'est qu'il n'y a pas le cri de ce bébé à la naissance et qu'elles accouchent d'un enfant mort. Mais dans le corps, ça reste un accouchement d'un bébé qu'elles vont rencontrer, mais qui est un bébé avec lequel on va choisir un cercueil plus qu'un berceau. Donc on est vraiment dans des représentations maternelles qui doivent être complètement bouleversées, parce qu'on ne devient pas mère pour choisir un cercueil. Je crois qu'il n'y a pas pire traumatisme que de sortir de la maternité les mains vides. Quand je suis sortie de la maternité, et je vais inclure quand même mon mari, il a fallu aller choisir un cercueil, il a fallu organiser une petite cérémonie. C'est pas du tout comme ça qu'on s'imagine l'aboutissement d'une grossesse, et c'est pas comme ça qu'on se projette quand on est dans ce désir de maternité. Donc c'est extrêmement violent. Je crois qu'il faut bien sûr pas du tout négliger les pères, mais je crois que souvent quand on écoute les mères, on entend aussi très souvent parler des pères, et on donne aussi des tas de conseils aussi concernant la question des pères. Et il y a une différence même dans la question du deuil, parce que je crois que c'est pas la même temporalité. Dans un premier temps, les mères s'effondrent et les pères vont tenir quelque chose de la famille à ce moment-là, et quand les mères vont aller mieux, les pères vont s'effondrer. Donc c'est s'effondrer dans le sens de pouvoir lâcher un peu les choses, dire sa tristesse, dire son vécu. Et les pères sont souvent très sensibles au vécu interne des mères, ils le sentent très bien, et ils peuvent à un moment donné, eux, dire à quel point ils souffrent aussi, mais rarement dans un premier temps. Dans le cours qu'on a eu avec vous, vous avez employé alternativement 2 termes qui me sont beaucoup restés et donc on va pouvoir les aborder maintenant. Ces thèmes, c'est effondrement et surtout effraction. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus et le lien entre ces mots et le deuil périnatal? Je crois que vous avez raison de dire que c'est des mots assez caractéristiques en fait du deuil périnatal.
C'est-à-dire que effondrement dans un moment où le psychisme est complètement effondré, c'est-à-dire qu'il n'a plus aucune ressource. Il est d'abord dans un temps de sidération, la plupart du temps, au moment de l'annonce, parce qu'avant de pouvoir même accoucher d'un enfant mort, il a fallu annoncer les choses aux parents. Et donc, il y a pour le psychisme, avant que ce soit l'effondrement, c'est la sidération totale. Et le psychisme ne va pas s'en remettre comme ça. L'effondrement, ça correspond à un narcissisme qui le narcissisme, c'est la colonne vertébrale quand même de la vie psychique. C'est la question du moi. Et là, le moi est complètement effondré. Et il va falloir petit à petit, un peu comme un puzzle où tous les morceaux sont là, mais il faut remettre tous les morceaux ensemble, reprendre pièce par pièce les morceaux du psychisme pour pouvoir reconstruire cette vie psychique et permettre justement ce travail de reconstruction, de remémoration, parce que l'effondrement, ça amène à surtout ne plus penser, être dans une telle douleur que la pensée est même pas possible. De toute façon, c'est des cris de douleur dès l'ordre de l'arrachement. On ne parle pas même de comment se détacher. On parle de l'arrachement chez les mères qui vivent cet effondrement du moi. Et donc, on est vraiment dans un arrachement total. C'est comme un arbre qu'on déracine. Le sentiment d'avoir complètement perdu pied et de s'enfermer, de rester cloîtré chez soi et de même plus être capable de sortir, tout juste de respirer. Comment sortir de ce cauchemar, en fait, Souvent, les mères disent ça. Comment sortir de ce vécu cauchemardesque où il n'y a plus d'assises sur le plan psychique. Donc, des semaines après le retour à la maison où tout était prêt, ça a été compliqué. C'est l'apocalypse. C'est tous les matins, quand nous ouvrant les yeux, on se dit c'est pas possible en fait. C'est pas possible ce qui m'arrive. J'ai dû faire un mauvais cauchemar et en fait tous les matins, dès qu'on ouvre les yeux, ça nous retombe dessus. C'est comme si on nous l'annonçait encore une fois. Et c'est vrai que ça fait une effraction sur le moi. C'est comme un tsunami. En fait, le moi subit un balayage total de son système de défense. Enfin, on sait comment on se défend, on sait comment on va faire par rapport à un certain nombre de problématiques qu'on rencontre dans la vie. Et là, c'est comme s'il n'y a plus aucune ressource qui fonctionne. Donc, il va falloir un entourage qui va être suffisamment bon pour pouvoir tenir les gens sur le plan corporel, parce que dans un premier temps, c'est pas des histoires de langage, c'est des histoires de corps. Il va falloir la soutenir et la tenir. Et puis après, on va pouvoir commencer à penser du côté de la parole, quelles sont les paroles qui vont aller dans le sens de permettre à l'effraction d'être moins forte et surtout de retrouver le cours d'une pensée possible ou pas, avec beaucoup de moments que les mères appellent souvent des moments d'absence, où elles sont, le temps a passé, elles se sont même pas rendues compte qu'il y a 3 heures qui ont passé et il faut faire autre chose, aller chercher l'aîné à l'école par exemple, et le temps, toute la journée a passé sans même qu'elles puissent dire quelque chose de la temporalité, c'est-à-dire un vide total de pensée qui en fait les protège. Sinon, c'est le cauchemar. La pensée, c'est un cauchemar en fait, puisque c'est en permanence de refaire le film de l'annonce et de ce qui s'est passé. Donc, voilà la question de l'effraction. Donc si je vous comprends bien, il y a vraiment cette notion de on est dans une projection vers l'avenir, on est en plein dans la vie et d'un seul coup, la mort fait effraction là-dedans et vient complètement exploser heu, tout un tas de représentations, tout un futur et ça joue complètement aussi sur comment on se positionne dans la vie et dans la temporalité de la vie. C'est important ce que vous reprenez là, parce que le deuil périnatal, c'est l'enjeu de la temporalité qui va être très très important. C'est pour ça que je vous dis, quand on dit qu'un deuil normal, c'est 18 mois à peu près, etc., c'est pas du tout vrai pour la question du deuil périnatal. Il y a même des gens qui disaient, mais il ne faut pas que les femmes refassent un enfant trop vite, il faut attendre un certain temps. Enfin, tout ça ne sont pas des choses intéressantes. Ce qui est intéressant, c'est pour chaque mère de comprendre comment, avec cette effraction, il y a quelque chose qui va se remettre au travail dans la pensée et dans la manière dont elle va pouvoir commencer à penser ce cauchemar. C'est-à-dire, est-ce qu'elle va pouvoir le penser ou pas le penser? Quand je dis penser, je peux le dire aussi avec un E ou avec un A.
le mot penser. Et il y a des femmes qui vont retomber enceintes très très rapidement après la perte d'un bébé et à qui on va dire mais comment ça se fait, vous n'avez pas fait le deuil du premier enfant, mais pas du tout en fait. On voit bien que chacun a sa place et qu'on peut tout à fait continuer à penser l'enfant décédé et accueillir un nouvel enfant parce que ça n'est pas du tout fini ce travail de deuil. Il peut même avoir lieu bien après la naissance aussi de l'enfant d'après parce que cette effraction du moi, elle a permis de penser les choses et peut-être de penser l'arrivée d'un autre enfant, mais ça n'empêche pas d'être toujours au travail pour inscrire, parce que l'inscription c'est très important, cet enfant qui est né sans vie par exemple. Et puis j'ai tellement délégué que j'ai même pas fait attention aux dates. Et un jour, je reçois le nouveau protocole et la date du transfert. Et là, on a pris conscience que c'était exactement les mêmes dates que pour Romane. Le transfert devait avoir lieu le 25 juin. Et je me rappelle de ma remarque sur le timing. J'ai dit à Julien que cette fois, ça allait marcher. Le transfert a fonctionné. Et 9 mois plus tard, 9 mois d'une grossesse vécue avec un niveau d'angoisse maximal, arrivait mon fils. Exceptionnellement, et au vu de la richesse de cet échange, nous avons fait le choix de vous le proposer en 2 épisodes. Nous vous donnons donc rendez-vous la semaine prochaine pour écouter la suite de cette interview. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le dire en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et un commentaire sur Apple Podcast. Vous permettrez ainsi sa mise en avant et la suggestion à d'autres auditeurs. Vous pouvez aussi nous aider à financer le matériel, les frais d'hébergement et tout le temps alloué à ce projet en faisant un don sur mon site web www.les-envolés.com dans l'onglet Le podcast. Cet épisode a été monté, mixé et arrangé par Elsa Doll. Un grand merci à tous pour votre fidélité et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.